li ci biir tool mooy seen émission bi fekk baykat bi ci biir toolam di waxtaane ay ndamam ak ay jafe-jafe ñu ngi ci ànd ak Asol mi andi engrais yi ni pompe ci xob yi yu mel ni Thiopus Basis Amino Leaf Mixamine ak engrais araw yu mel ni T10 am doole lool ci tool yi. xarit jëndal ci produit Asol yi soo bëggee dooleel Mass Agri ndax mu mën dem visiter tool yi. Nous avons eu la chance lors des journées Field Days AgroSite 2025 de rencontrer un entrepreneur inspirant et qui a accepté de partager avec nous son expérience de la culture sous serre. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Écoutez, je m'appelle Amadou Sidibé, je suis du Mali, je suis architecte de formation, mais depuis une vingtaine d'années, je m'intéresse à l'agriculture au point où aujourd'hui, mes activités ont basculé vers l'agriculture presque à 99%. Monsieur Sidibé, vous êtes installé où? À Bamako même? Je suis à Bamako, mes fermes sont à Katibougou, à 25 km de Bamako. J'ai deux exploitations. Une première, c'est une exploitation de 3 hectares de serre et j'ai une exploitation de 21 hectares au bord du fleuve Niger où je fais du plein champ. Du plein champ. Nous, on vous a connu sur les réseaux sociaux, généralement avec une très grande expérience sur la tomate. Pourquoi avoir choisi la tomate? Mais écoutez, ça va du fait que 2012, j'ai commencé à installer une petite serre familiale de 320 mètres carrés que j'ai importée de la société Netafim d'Israël, que j'avais vue là-bas. Et 2012, quand je l'ai installée, ça a tellement bien marché que en 2013, je suis allé sur 5000 mètres carrés. En 2016, je suis allé sur 10 000 mètres carrés d'une serre complètement branchée aux outils de l'intelligence artificielle, hors sol, récupération de l'eau de drainage. Pourquoi la tomate? Et si vous voyez le paysage mondial du maraîchage, la tomate occupe la première place en termes de légumes, fruits consommés. Et donc, qui dit serre, c'est généralement d'abord la culture de la tomate qui est la plus rentable parce que productive et que le marché est très demandeur. Et le Mali ne fait pas exception à cela. La tomate qui n'est pas endémique de nos régions ne réussit que quand il fait froid, quand des conditions sont réunies de température entre 25 et 29 degrés, quand par exemple l'humidité dans l'air est assez sec, pas trop mouillé, et pendant 3 mois de l'année, il y a de la tomate partout, les prix chutent. Mais au-delà de ces 3 mois, les périodes de confort de la tomate, vous allez voir que les prix vont grimper progressivement. Et si pendant au mois de, disons, mars, vous pouvez acheter la tomate, le kilo à 150 francs, au mois de septembre, octobre, la même tomate, le prix monte jusqu'à 1250 francs. Donc près de 1000% d'augmentation, ce qui fait que et la serre est pour nous un outil qui permet de faire la contre-saison de la contre-saison. Généralement, bon, d'après ce que je vous ai entendu dire, ça sous-entend que vous avez vraiment agi sur le climat pour faire une serre qui soit adaptée au climat sahélien, surtout au Mali. Mais écoutez, c'est pas moi, c'est, disons, les recherches de l'homme qui... la tomate vient de l'Amérique du Sud, la cordillère des Andes. Et dans cette zone élevée de montagne, il y a des conditions optimales de croissance de la tomate. Et ces conditions sont la température 25 et 29 degrés, d'humidité 75 degrés et d'une certaine luminosité. Et effectivement, par les conquistadors, la tomate a immigré vers l'Europe et maintenant vers l'Afrique. Et comme vous pouvez le comprendre, ça ne réussit qu'en ce moment. Et donc l'homme a imaginé qu'est-ce qu'il faut faire pour créer artificiellement ces conditions climatiques pour que la tomate trouve ces conditions de confort pour croître et donner de la productivité. C'est ça la serre. La serre, c'est quoi? C'est une maison pour la tomate. Et cette maison est constituée de structures en galvanisé, comme vous pouvez le voir derrière moi. Après, il y a autour du filet anti-insectes qui est une espèce de barrière physique pour que les insectes nuisibles ne puissent pas s'introduire. Ensuite, il y a un plastique là-haut pour que la pluie ne puisse pas déranger la tomate. Une fois cela réuni, comme l'homme a fait sa maison, vous savez, votre maison c'est quoi? C'est en mur, soit en béton. Ici, c'est en filet. Pourquoi? Parce qu'il faut que la lumière entre. Sans lumière, il n'y a pas d'agriculture.
On a réglé ce problème. L'homme va faire du béton sur la toiture. Et pour les serres, si tu fais du béton, il n'y aura pas de lumière. Donc, on a trouvé du plastique translucide qui laisse passer la lumière. Et quand on a réglé tous ces problèmes, on vient à la température. Dans les serres, il y a tous les outils possibles, des filets ombragés qui diminuent la température, le misting. On est arrivé même au pad cooling maintenant. Pour, avec l'intelligence artificielle, avec des capteurs à l'intérieur de la serre, une station météo à l'extérieur, l'ordinateur permet de gérer le climat de la tomate pour que toute l'année, on puisse produire. Les Européens ont le même problème quand il fait froid. Eux, au lieu de refroidir, ils réchauffent les serres pour arriver au même 25-29 degrés. C'est quoi le pad cooling? Le pad cooling, c'est un humidificateur géant. C'est-à-dire qu'on a compris que quand l'air est sec, l'échange thermique se passe bien entre l'eau et on régule la température ainsi. C'est un mur en carton d'un côté de la serre ou un système de vase communicant. L'eau est déversée sur le mur en carton qui s'humidifie et du côté opposé, c'est des extracteurs d'air géants qui tirent l'air. Et comme tout est plastifié, le vide créé à l'intérieur de la serre fait que l'air sec à l'extérieur traverse le mur en carton, se charge de particules d'eau et l'échange thermique est fait. On arrive à refroidir la serre ainsi. Donc ça, le modèle pad cooling, c'est un modèle très performant où la température, c'est comme une climatisation. Et à côté de ce système, il y a un système moins évolué qu'on appelle le misting and fan. C'est-à-dire que c'est de l'eau à très forte pression qui crée de la brume et avec la ventilation encore, il y a l'échange thermique, mais il n'est pas aussi performant que le pad cooling. D'accord. Ça suppose aussi qu'il soit relié à de l'énergie. On sait que l'énergie coûte cher. Quelle serait la solution pour nous, Sahéliens? Et nous, Sahéliens, définitivement, c'est le solaire. Et il y a 10 ans, le solaire n'était pas aussi efficace, il était très cher. Mais aujourd'hui, le solaire est un game changer. Les panneaux solaires, on en a mis jusqu'à 700 watts. Les convertisseurs, ils ont évolué. En stockage d'énergie, ça a beaucoup évolué. Qui fait aujourd'hui que l'énergie solaire est une bonne solution pour les exploitations agricoles en sériculture. Parce que heureusement pour nous, bon Dieu a fait que les serres n'ont besoin d'énergie que quand il y a le soleil. Et la nuit, pratiquement, on n'a pas besoin d'énergie parce que les plantes dorment. D'accord. On sait que beaucoup de projets en Afrique se font en irrigation et pour des cultures sous serre. Mais quels sont pour vous les facteurs d'échec? Mais l'irrigation est un point stratégique, comme vous le comprenez, et ça s'entend une compréhension de comment l'irrigation marche. C'est des systèmes hydrauliques, et qui dit système hydraulique, il y a un paramétrage à faire entre la pression de l'eau, la quantité de l'eau, les conduites qui mènent l'eau à la plante. C'est comme le corps humain. Vous prenez le cœur de l'homme, le corps de l'homme est une pompe. En irrigation, il y a une pompe. Mais à côté de la pompe, à côté du cœur, c'est des aortes. Donc, c'est des grosses veines qui sont des aortes. Et au fur et à mesure qu'on va vers les doigts, vous voyez, c'est des petites veines. Donc, le goutte à goutte, c'est le même système. L'architecture du réseau doit être calculée, dessinée pour que chaque plante reçoive la même quantité d'eau. Et généralement, ici, on croit que dès que le fil de goutte à goutte arrive à la plante, indépendamment du dimensionnement, l'eau va venir. Non. Parce qu'à côté de la pompe, il faut des gros tuyaux qui puissent véhiculer la quantité d'eau nécessaire et au fur et à mesure, quand on va au réseau secondaire et tertiaire, c'est dimensionné pour que chaque plante reçoive de l'eau. Donc l'échec des systèmes, c'est le mauvais dimensionnement, c'est le mauvais calcul des qualités de l'eau. Quand l'eau est chargée, le type de filtre qu'il faut prendre, et c'est le mauvais calcul du type de goutteur qui sont les émetteurs qui font. Et tout ça doit être calculé, c'est une architecture rigoureuse qui, si ce n'est pas respecté, c'est l'échec. Donc aujourd'hui, on a plus de 60% d'échecs parce que tout le monde est devenu installateur de goutte à goutte, tout le monde est devenu spécialiste, alors que c'est une spécialité. Qu'en est-il maintenant des serres? Mais les serres viennent complètement paramétrées. Vous vous rendez compte, quand on a besoin d'une serre, on fait la commande et les paramètres sont rentrés dedans. Et le dimensionnement d'une serre commence d'abord par l'étude du climat du pays où c'est installé, parce que
Et quand une serre au Sénégal et une serre en Afrique du Sud n'ont pas les mêmes paramètres, ça se comprend. Le climat du Sénégal, on doit l'enregistrer les 30 dernières années pour voir combien de pluies sont venues chaque année, les moyennes de pluie, les moyennes d'ensoleillement, les moyennes de température, la vitesse du vent. Tout ça doit rentrer en ligne de conduite pour le dimensionnement climatique d'une serre. Voilà, donc tout se calcule. Idem pour le réseau. Les pompes qui sont dans les têtes de station sont des pompes paramétrées en puissance, en débit. Il y a des régulateurs partout et l'architecture du réseau d'irrigation est calculée et il y a des purges là-dessus. Rien n'est laissé au hasard et rien ne doit être laissé au hasard. Donc, pour quelqu'un qui va débuter, est-ce que c'est une bonne idée de débuter avec une serre de 1 hectare? Je dirais définitivement non. Mais oui, si la personne est un investisseur qui a l'argent, qui veut gagner, et si cette personne comprend qu'on ne donne pas un Airbus 320 à celui qui conduit un Baka-Baka, et que cette personne est prête à considérer cet investissement comme un investissement industriel agricole qui doit être tenu par un chef de serre, qui doit être un agronome, un gestionnaire du personnel, et qui doit organiser un service commercial de vente du produit issu de la serre. Et donc, en tant que projet économique, on peut commencer par un serre si on a les moyens et si on met les moyens humains à disposition pour une bonne production. Donc, techniquement, est-ce que sur une serre de 1 hectare, on est sûr d'avoir la luminosité parfaite, l'eau de manière régulière et parfaitement? Parce que souvent, certains se plaignent qu'il y a des installations où la lumière ne pénètre pas convenablement au milieu de la serre, par exemple. Mais c'est normal si quelqu'un se lève en Chine parce que la personne a vu une serre en Chine, l'importe comme si c'est du carreau de maison qu'elle a importé, effectivement, ça va être un échec. J'ai commencé à dire plus tôt qu'on doit d'abord commencer le dimensionnement d'une serre par l'étude climatique. Le climat qui a sévi dans la zone pendant les 30 dernières années. Si on a ce climat, dans ce climat, on va avoir la radiation du soleil. Quel moment de l'année il y a telle radiation? Quelle quantité de pluie on a eu en millimètres pendant l'année? Pendant 30 ans, on a une moyenne et la serre se paramètre en fonction de ça. La luminosité, où que vous ayez, au Canada par exemple, le record mondial de production de la tomate, c'est 752 tonnes à l'hectare. Là-bas, il fait froid. Pourquoi ils ont pu le faire? Parce qu'ils ont amené les conditions de laboratoire pour que la tomate puisse grandir. Et donc, au Sénégal, on va voir quelle radiation du soleil est. Et le plastique qui est posé sur la serre peut être du plastique translucide, 3 couches, 200 microns ou plus. Mais s'il y a beaucoup plus de soleil, il y a l'ombrière qui est en aluminium, qui est là pour réguler le soleil. Et aujourd'hui, avec les capteurs de luminosité, et si on doit ouvrir l'écran parce qu'il fait sombre dans la serre, c'est l'ordinateur qui s'en occupe. Ça s'ouvre automatiquement à moitié, à 3/4, complètement en fonction des besoins de luminosité de la plante. Donc pour dire non, là, au milieu de la serre, il fait sombre, c'est parce qu'on a mis du béton sur la toiture au lieu du plastique. Ok. Quelle est votre expérience de la tomate et particulièrement des variétés RZ Rixvan? Mais écoutez, Enza Zaden est une société familiale qui a plus de 100 ans, qui a évolué dans la constance et qui a des variétés exceptionnelles. Et qui dit variété exceptionnelle, ça a son coût. Il ne faudrait pas imaginer que c'est des variétés comme les variétés qu'on trouve à Sandaga. Ce n'est pas ça. C'est des variétés spécialisées à haut rendement. Et moi, j'ai eu à travailler avec quelques variétés de Rixvan. J'ai travaillé avec Jara, qui est une variété de tomates à semi déterminée, au port semi-déterminé. J'avoue que ça m'a donné des résultats exceptionnels en termes de rendement, de qualité gustative de la plante, de la forme, du poids du fruit. Et j'avoue que je suis très content. J'ai travaillé avec Midas, des concombres Midas. Et j'avoue que ça a donné aussi des résultats exceptionnels. Vous voyez, j'ai fait du piment aussi, piment rouge, piment jaune. J'ai fait de la salade aussi Rixvan. Et sur Rixvan, tout est exceptionnel. C'est la qualité de la qualité. Et il n'y a rien à dire.
Je vous remercie pour le partage d'expérience. Merci Déré Diop. Jërëjëf. Diop. sama maam ma waxoon gis naa